Le soleil d'été brillait au-dessus d'un jeudi après-midi calme alors que Giant Thomas, 12 ans, se promenait dans le quartier de Sekawood, un endroit qu'il connaissait comme sa poche. Une légère brise ébouriffait ses boucles alors qu'il marchait d'un pas vif, son sac à dos rebondissant doucement sur ses épaules. Giant rayonnait d'enthousiasme, ses amis attendaient déjà au parc pour leur match de basket habituel, et aujourd'hui, il avait un nouveau mouvement à montrer. Il avait passé des heures à le pratiquer, rêvant de ce moment précis. Attendez qu'il voie ce crossover, pensa-t-il en dribblant un ballon imaginaire tout en se déplaçant. Le parc n'était qu'à quelques pâtés de maison à un chemin familier parsemé de visages familiers. Il a lancé un joyeux « bonjour » à Madame Wilson, qui s'occupait de ses hortensias, et fit signe à Monsieur Parker, toujours jusqu'au coude sous le capot de sa voiture d'époque. Mais à quelques rues de là, une toute autre histoire se déroulait. L'agent Colby Matthews, une recrue blanche de 24 ans fraîchement sortie de l'académie de police, était assis dans sa voiture et surveillait le quartier. Le crépitement de la radio rompit le calme, un vol venait d'avoir lieu au dépanneur Redwood Stop and Go. Le suspect ? Une vague description, un jeune homme noir portant un sac à dos. C'était le moment pour Colby ou du moins, c'est ainsi qu'il le voyait. Désireux de faire ses preuves quelques semaines seulement après le début de sa première mission, il a répondu à l'appel avec une vision tunnel. Enfin, quelque chose de réel, murmura-t-il en tournant sa voiture en direction du parc. Alors qu'il traversait lentement le quartier, ses yeux scrutaient chaque trottoir. Ça ne devrait pas être trop difficile de trouver quelqu'un qui corresponde à ça, marmonna-t-il, ignorant ou refusant de reconnaître les préjugés implicites qui guidaient ses pensées. Le profilage racial avait été abordé dans sa formation, mais il l'avait alors considéré comme une simple case à cocher. Au coin de la rue, Giant s'approchait de l'entrée du parc. Il pouvait voir ses amis déjà rassemblés près du terrain de basket, leur rire flottant vers lui dans le vent. Son cœur se souleva alors qu'il accélérait le pas. C'est alors que la voiture de patrouille s'est arrêtée en hurlant à côté de lui. Avant que Giant ne puisse comprendre ce qui se passait, l'agent Colby a sauté, la main déjà suspendue près de son étui. « Ne bougez pas !»« Police !» aboya-t-il. Giant se figea. Son sourire disparut. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» balbutia-t-il, confus et effrayé. « Lâchez le sac. »« Maintenant !» ordonna Colby, les yeux plissés, le corps tendu. « Mais, je vais juste au parc pour jouer au basket », commença Giant, la voix tremblante. « Je peux te montrer ce qu'il y a dans mon sac, c'est juste. » Il n'a jamais fini la phrase. Sans avertissement, Colby a levé son spray au poivre et l'a lancé directement sur le visage du garçon. Une douleur atroce frappa instantanément. Giant laissa échapper un hurlement tandis que ses yeux se fermaient brusquement, brûlés par les embruns brûlants. Il s'est effondré au sol, se griffant le visage dans une vaine tentative d'arrêter le feu qui avait envahi sa peau et ses poumons. « Ah ! Ça brûle !»« S'il vous plaît, arrêtez !» il a crié. Ignorant ses cris, Colby enfonça un genou dans le bas du dos de Giant, forçant la poitrine du garçon à s'enfoncer dans le béton alors qu'il le menottait. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol », dit-il catégoriquement, comme si cet enfant était un criminel endurci. « Je n'ai rien volé !» cria Giant, haletant, s'étouffant avec les vapeurs de poivre. « Appelle mon père, s'il te plaît. » Colby se moqua. « Vous dites tous la même chose. Toujours innocent, n'est-ce pas? Toujours la faute de quelqu'un d'autre. » Les mots frappèrent Giant comme un marteau. Le ton, l'hypothèse, ce que Colby voulait dire était clair. Sa peau, son âge, son sac à dos, tout cela avait suffi. Au bout du pâté de maison, les amis de Giant venaient d'arriver et regardaient, horrifiés, leur ami être traîné à l'arrière d'une voiture de patrouille. Zrenia serra le bras de Miguel. Que s'est-il passé? Pourquoi arrête-t-il Giant? Elle a crié. Darius, l'aîné du groupe, serra les poings, les larmes aux yeux. J'appelle son père. En ce moment. À l'intérieur de la voiture de police, Giant était assis, tremblant, les yeux gonflés et la gorge irritée à force de pleurer. Ses pensées s'accrochaient désespérément à une seule personne, son père. Griffin Clarkson. Un chef de police respecté d'un autre district. Un homme connu pour son intégrité et sa force. Giant savait qu'il réglerait ce problème. Mais à ce moment-là, rien de ce pouvoir n'avait d'importance. Giant n'était qu'un garçon terrifié, pris dans un cauchemar qu'il n'avait pas demandé et puni pour avoir répondu à une description trop superficielle pour signifier quoi que ce soit.
La voiture de police entra dans le parking du commissariat. Colby sortit vivement, ouvrant la porte arrière et tirant Jaillant dehors d'un coup sec. « Allons-y, continuez à avancer », ordonna-t-il en poussant le garçon vers le bâtiment. Jaillant trébucha aveuglément. Son visage avait l'air d'avoir été brûlé. Sa respiration était irrégulière, la brûlure lui brûlant profondément les poumons. « S'il vous plaît, mes yeux, ça fait si mal. »« J'ai besoin d'eau », supplia-t-il, à peine capable de parler. « Tu aurais dû y penser avant de voler quelqu'un », a lancé Colby. « Vous, les enfants, pensez que vous êtes intouchables ces jours-ci. » À la réception, plusieurs agents regardaient avec curiosité. Un garçon aussi jeune, menotté? Certains haussèrent les sourcils. Un officier plus âgé s'est avancé. « Matthews, ce gamin a besoin de soins médicaux. Il ne peut même pas ouvrir les yeux. Je m'en occuperai plus tard. » C'est lui qui a frappé le Redwood ce matin, a déclaré Colby sans perdre de temps, continuant son chemin dans le couloir. L'agent Parker regardait avec un sourcil plissé mais ne disait rien. Colby conduisit Jaillant dans une petite salle d'interrogatoire, un espace stérile avec des murs gris et une table en métal froide. Il poussa le garçon sur une chaise et claqua la porte derrière eux. « Il est temps de parler », dit Colby en s'asseyant en face de lui. « Où sont les affaires que tu as emportées ?» Jaillant sanglotait, chaque respiration douloureuse. « Je n'ai rien pris. J'étais juste en route pour le parc. S'il te plaît, laisse-moi juste appeler mon père. » Colby se pencha en avant et frappa la table. « Oh, allez. Un jeune enfant noir avec un sac à dos à 2 pâtés de maison du magasin, et tu veux me faire croire que c'est une coïncidence? Il y a des tonnes d'enfants avec des sacs à dos dans ce quartier, » a murmuré Jaillant en pleurant. « Je te le jure, je n'ai rien fait. » Le silence dans la pièce devint lourd. Colby regardait l'enfant comme s'il était une menace et non une victime. « Ouvrez le sac », ordonna-t-il finalement. Jaillant avait du mal à se conformer, les mains toujours menottées. Perdant patience, Colby attrapa le sac, l'ouvrit d'un coup sec et jeta son contenu sur la table. Un ballon de basket, un cahier d'écolier, une trousse à crayons, une bouteille d'eau à moitié vide et un sandwich enveloppé dans du papier d'aluminium ont été renversés. Colby passa les articles au crible avec une frustration croissante. Aucun bien volé. Aucune preuve. Pourtant, au lieu d'accepter son erreur, il a doublé la mise. Vous avez probablement laissé tomber les objets volés ou les avez remis à un ami avant mon arrivée, dit-il en pointant un doigt vers le visage de Jaillant. Je ne l'ai pas fait. J'étais seul. S'il te plaît, appelle simplement mon père, a plaidé Jaillant. Il vous le dira. Colby roula des yeux. Laisse-moi deviner, ton père est avocat? Un autre ici pour parler des excès de la police? Jaillant hésita, sa voix à peine audible. Mon père s'appelle Griffin Clarkson. Le nom flottait dans l'air, inconnu de Colby, qui ne broncha pas. Il continua sur le même ton dédaigneux, inconscient de la tempête à laquelle il s'apprêtait à faire face. Mais Jaillant le savait. Et c'était, dans ce moment de peur et d'humiliation, la seule lueur d'espoir qui lui restait. « Écoute, gamin, j'ai une description claire du suspect, » a déclaré l'officier, sa voix étant définitive. Jeune homme noir avec un sac à dos, vu près du Redwood. C'était vous. J'en ai déjà arrêté beaucoup comme vous. C'est toujours la même histoire. Beaucoup comme moi. Demanda Jaillant, les mots s'échappant avant qu'il puisse les arrêter. Sa poitrine se serra, se sentant de plus en plus coincée. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez exactement ce que je veux dire, a lancé l'officier. Ne joue pas à l'innocent avec moi. Jaillant avait l'impression de sombrer dans un abîme, chaque mot de l'officier l'entraînant plus profondément. La pièce semblait se refermer sur lui, et peu importe ce qu'il disait, c'était comme si le verdict avait déjà été décidé. Sa peau avait déjà parlé pour lui. « S'il te plaît, » murmura Jaillant, à peine audible. « Je n'ai rien fait. Mes yeux, ils brûlent encore tellement. » Vous auriez dû y penser avant, a déclaré Colby, l'officier qui avait parlé, en se levant. Je vais vous donner un moment pour réfléchir à l'endroit où vous avez caché les marchandises. Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de partir, se retournant avec un ricanement. Et ton histoire sur ton soi-disant père important? Ça ne changera rien, ajouta-t-il froidement. La porte se referma derrière lui, laissant Jaillant seul dans la chambre stérile et froide. Il laissa tomber sa tête sur la table, submergé par une vague d'émotion.
Des larmes coulaient sur son visage et, même si la douleur physique provoquée par le gaz le brûlait encore intensément, la douleur de l'injustice était bien pire. Comment prouver son innocence alors qu'il était déjà jugé avant même d'avoir eu la chance de s'expliquer? Dans le silence étouffant de la pièce, Jayan sentait le poids des préjugés raciaux peser sur lui, cru et indéniable. Pour la première fois, il en comprit vraiment la cruauté et la profondeur. Peu importait qu'il soit un étudiant honoré, qu'il n'ait jamais eu d'ennui ou que son père soit une figure respectée dans la communauté. Pour cet officier, Jayan n'était qu'un suspect parmi d'autres. Encore une affaire à clore. Les minutes s'éternisaient, toutes plus lourdes les unes que les autres. Jayan s'essuya les yeux avec la manche de son t-shirt, mais cela ne fit qu'aggraver la brûlure. Il pensa à son père, que dirait-il en apprenant ce qui s'était passé? Griffin Clarkson, son père, lui avait toujours appris à se tenir droit, à garder la tête haute même lorsque le monde était contre lui. « Papa, viens me chercher, s'il te plaît », murmura Jayan, priant silencieusement, désespéré d'avoir de l'aide. De l'autre côté de la porte, l'agent Parker regardait avec une inquiétude croissante. Quelque chose dans cette arrestation ne lui convenait pas. Elle décide d'examiner de plus près le dossier du garçon, d'autant plus qu'il souffre toujours des effets du gaz et n'a reçu aucun soin médical. Le temps semblait s'étendre à l'infini dans la salle d'interrogatoire, chaque seconde étant un rappel angoissant de son impuissance. Jayan était perdu dans ses pensées, manquant presque le doux grincement de la porte qui s'ouvrait. Mais ce n'est pas Colby Matthews qui est entré. Un homme plus âgé, aux cheveux tachetés de gris mais à la posture droite et autoritaire, entra dans la pièce. Il s'agissait du lieutenant Marshall Reynolds, un vétéran chevronné comptant plus de 25 ans d'expérience dans la force, l'un des officiers les plus respectés du commissariat. La pièce tomba dans un lourd silence alors que Reynolds s'arrêtait sur le seuil, observant la scène devant lui. Après un long moment, il parla, sa voix étonnamment douce. « Bonjour, mon fils. Je suis le lieutenant Reynolds. Comment allez-vous » Jayan, répondit le garçon, la voix tremblante. « Jane Clarkson, monsieur. » Le front du lieutenant se plissa légèrement, comme si ce nom réveillait un souvenir. « Clarkson » répéta-t-il, son ton changeant. « Tu es le fils de Griffin Clarkson » ? « Oui, monsieur, répondit Jayan, une lueur d'espoir brisant son désespoir. « Mon père est le chef de la police du 21e arrondissement. S'il vous plaît, vous pouvez l'appeler. Il va vous aider. » Reynolds resta figé pendant quelques secondes, digérant l'information, avant de sortir une clé de sa poche et de déverrouiller rapidement les menottes autour des poignets de Jayan. « Merde, gamin. Qu'est-ce qui t'est arrivé » demanda-t-il, la voix remplie d'inquiétude alors qu'il dévissait une bouteille d'eau. « Tiens, rincez-vous les yeux avec ça. Cela devrait t'aider à soulager la brûlure. » Jayan prit la bouteille avec gratitude, se lavant les yeux, ressentant un soulagement frais en buvant. La gentillesse de cet officier, si différente du traitement qu'il avait reçu auparavant, était presque suffisante pour le faire s'effondrer à nouveau. « L'agent Matthews m'a arrêté alors que je marchais vers le parc, » a expliqué Jayan, les mots se précipitant. « Il a dit que j'avais braqué un magasin, mais ce n'est pas vrai. Je le jure. » Reynolds écoutait attentivement, son expression s'adoucissant à mesure que les détails pénétraient. À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et Colby Matthews entra, s'arrêtant brusquement lorsqu'il vit Reynolds debout là. « Lieutenant Reynolds. Je n'avais pas réalisé que vous étiez là, » balbutia Colby, essayant de garder son sang-froid. « Matthews, je dois te parler. » Maintenant, dit Reynolds, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Dehors, les deux hommes quittèrent la pièce en laissant la porte légèrement entr'ouverte. « Vous avez arrêté le fils du chef Clarkson pour quel motif exactement » demanda froidement Reynolds. « Il correspond à la description du suspect dans le vol de Redwood. » Un jeune homme noir avec un sac à dos, répondit Colby, sa confiance faiblissant sous le regard perçant de Reynolds. « C'est une description assez vague, » répondit Reynolds d'une voix glaciale. « Et tu as utilisé du gaz poivré sur un enfant qui ne résistait même pas. » Les mots de Reynolds ont tranché la tension dans l'air. « Vous avez fouillé son sac. Avez-vous trouvé quelque chose ?»« Non, monsieur, balbutia Colby, mais il n'y a rien. Des fournitures scolaires et un ballon de basket, n'est-ce pas ?» Reynolds l'interrompit. « Vous avez arrêté le fils d'un chef de la police parce qu'il allait jouer au basket dans le parc. Vous avez agressé un enfant innocent. » Un profond silence suivit.
Jaillant pouvait presque entendre la prise de conscience interne par Colby de la gravité de son erreur. Monsieur, je ne savais pas qui il était, essaya d'expliquer Colby, mais Reynolds l'interrompit brusquement. Et quelle différence cela fait-il? A-t-il demandé. Vous avez agi avec préjugés et sans aucune preuve réelle. S'il s'agissait d'un enfant blanc avec un sac à dos, vous auriez fait la même chose. Le silence dans le couloir s'épaissit. C'est ce que je pensais, marmonna Reynolds. Peu importe qui est son père. Ce qui compte, c'est que vous ayez arrêté un enfant innocent, que vous ayez utilisé une force excessive et que vous ayez complètement ignoré les protocoles les plus élémentaires pour traiter un suspect. Depuis combien de temps souffre-t-il des effets de ce spray? Quelqu'un a-t-il pris soin de lui? Colby resta bouche bée, incapable de défendre ses actes. Vous connaissez la gravité de ce que vous avez fait. C'est exactement ce genre de comportement qui érode la confiance du public dans la police. De retour dans la salle d'interrogatoire, Jaillant ressentit un étrange mélange de soulagement et de chagrin. Le lieutenant Reynolds revint, laissant Matthews dehors, et s'assit à côté de lui, non pas en tant qu'enquêteur, mais en protecteur. Jaillant, je suis vraiment désolé pour ce que tu as vécu, dit Reynolds, d'un ton sincère. J'ai appelé les ambulanciers pour vérifier vos yeux et j'essaie de joindre votre père. Jaillant, à peine capable de contenir l'agitation qui l'habitait, murmura, il va être furieux. Et il aura raison, répondit Reynolds, sa voix ferme mais compréhensive. Mais pas avec toi, mon fils. Tu n'as rien fait de mal. À ce moment-là, la voix de Griffin Clarkson crépita dans la ligne téléphonique. Reynolds l'a rapidement informé de la situation, et Jaillant pouvait sentir la colère froide et contrôlée de son père à l'autre bout du fil. Son père arrivait et rien ne l'arrêterait. Pendant qu'ils attendaient, Reynolds s'est assuré que Jaillant avait une compresse fraîche pour ses yeux et le gardait hydraté. Lentement, le garçon commença à ressentir un certain soulagement, même si les cicatrices émotionnelles mettraient beaucoup plus de temps à guérir. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» demanda Jaillant, sa voix étant à peine un murmure. « Je n'ai rien fait de mal. » Reynolds poussa un profond et lourd soupir. Certaines personnes, Jaillant, sont piégées par leurs préjugés. Elles voient le monde à travers le prisme de la peur et de la suspicion, déformant leur perception de la réalité. L'agent Matthews est peut-être jeune et encore en apprentissage, mais cela ne justifie en aucun cas le mal qu'il vous a causé. Pendant ce temps, dehors, dans le couloir, Colby Matthews s'appuyait contre le mur, le visage décoloré. Le poids de ses actes commençait enfin à peser sur lui. Il ne pouvait plus ignorer la gravité de ce qu'il avait fait. L'arrivée de Griffin Clarkson à la gare traversa l'air comme un silence soudain et inquiétant. Figure imposante d'autorité et d'intégrité, Griffin se déplaçait dans les couloirs d'un pas déterminé et inébranlable. Son visage était figé, illisible. Lorsqu'il entra dans la pièce où Jaillant recevait des soins médicaux, l'atmosphère changea. Le temps semblait s'arrêter alors que le chef de la police s'approchait de son fils. Le visage de Jaillant était enflé et meurtri, ses yeux rouges et injectés de sang, les marques de menottes encore visibles sur ses poignets. À ce moment-là, c'était comme si toute la force de Griffin s'était épuisée. « Papa !» La voix de Jaillant se brisa avec une vulnérabilité que Griffin avait rarement entendue auparavant. Avec une tendresse qui pourrait presque effacer la douleur, Griffin attira son fils dans une étreinte protectrice. « Je suis là maintenant. Est-ce que tu vas bien ?»« C'est mieux, » répondit Jaillant, des larmes de soulagement lui montant aux yeux. « Le lieutenant Reynolds m'a aidé. » Griffin hocha la tête en remerciement de Reynolds, offrant un remerciement silencieux. Il s'est tourné vers l'ambulancier qui s'occupait de son fils, qui lui a expliqué, il ne devrait y avoir aucun dommage durable. Continuez simplement avec les compresses froides et suivez le plan de traitement. Une fois le médecin parti, Griffin s'agenouilla devant Jaillant, le regard doux mais rempli de détermination. Jaillant, je dois m'occuper de quelque chose. Le lieutenant Reynolds restera avec toi. Cela ne prendra pas longtemps. Où est-il ? demanda Griffin en se levant. Dans le bureau du capitaine, répondit Reynolds. Griffin n'a pas hésité. Il se dirigea vers le bureau, où Colby Matthews était assis, le regard fermement fixé sur le sol. Dès que la porte s'est ouverte, Colby s'est levé d'un bond, l'anxiété et la culpabilité étant peintes sur son visage. Chef Clarkson, je... Agent Matthews, l'interrompit Griffin, d'un ton froid et autoritaire. Je suis ici pour m'assurer que vous comprenez pleinement les conséquences de vos actes aujourd'hui. Le silence qui suivit fut épais, oppressant.
Le capitaine Roberts se tenait à l'écart, observant la scène qui se déroulait avec une expression inquiète. La voix de Griffin, bien que contrôlée, avait une intensité calme. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement arrêté le fils du chef de la police. Vous avez arrêté un garçon innocent de 12 ans qui se rendait au parc. Vous l'avez agressé avec du gaz poivré, un enfant sans défense, tout cela à cause de vos préjugés. Si ce n'était pas mon fils, vos actes seraient tout aussi impardonnables. Griffin fit une pause, le poids de ses paroles s'imprégnant. Je ne parle pas seulement en tant que père, mais au nom de tous les parents qui craignent pour la sécurité de leur enfant entre les mains d'officiers comme vous. Les mots tombèrent comme des coups de poing, laissant Colby visiblement secoué. Son visage rougit de honte et de peur. Patron, je suis désolé. J'ai fait une terrible erreur. Une erreur? La voix de Griffin monta de colère. Une erreur est de remplir un formulaire de manière incorrecte. Ce que vous avez fait, c'est abuser de votre pouvoir. Vous avez traumatisé un enfant. Griffin a réduit l'espace entre eux, croisant les yeux de Colby. Et ce qui me terrifie le plus, c'est ceci, si je n'étais pas qui je suis, si je n'avais pas eu les ressources nécessaires pour protéger mon fils, il aurait peut-être passé la nuit dans une cellule de prison, faussement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et cela, agent Matthews, est une réalité à laquelle beaucoup trop de gens sont confrontés dans un système qui ferme souvent les yeux sur la vérité. Colby resta silencieux, paralysé par la culpabilité et le poids des paroles de Griffin. Se tournant vers le capitaine Roberts, Griffin parla avec détermination. Je m'attends à des mesures disciplinaires immédiates. Je ne veux plus que cet homme patrouille. Compris, monsieur, répondit le capitaine Roberts d'une voix ferme. L'agent Matthews est suspendu, dans l'attente d'une enquête. Son insigne et son arme ont déjà été confisqués. Griffin hocha la tête, mais son regard ne quitta pas Colby. J'espère, pour votre bien, que vous profiterez de ce moment pour vraiment comprendre le mal que vous avez causé. Pas seulement à mon fils, mais à tous ceux qui doivent vivre dans la peur de l'injustice. S'il y a une chance de rédemption dans ce domaine de travail, cela commence par la prise de conscience de votre échec. Sans attendre de réponse, Griffin se tourna et partit, se dirigeant vers son fils. Il trouva Jaillant en train de discuter avec Reynolds, riant doucement pendant que l'officier le plus âgé racontait des histoires de leur début dans la force. Griffin s'approcha avec un doux sourire. Prêt à rentrer à la maison. Sur le parking, Darius et Miguel attendaient, l'air plein d'inquiétude. Au moment où ils aperçurent Jaillant, ils se précipitèrent vers lui, leur soulagement palpable. « Nous étions tellement inquiets !» s'exclama Miguel, la voix tendue par l'émotion, alors qu'il observait le visage encore rouge de son ami. « Est-ce que ça va ?» demanda Darius, sa voix pleine de colère et d'inquiétude. « C'est mieux maintenant » répondit Jaillant, un léger sourire éclatant. Mon père s'assurait que tout était réglé. Sur le chemin du retour, Jaillant resta silencieux, perdu dans ses pensées. Griffin respecta son silence pendant un moment, mais il savait que ce moment était l'une de ces conversations qu'ils avaient besoin d'avoir. « Jaillant, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas de ta faute. »« Pas du tout. »« Je sais, papa, » répondit Jaillant, le regard fixé sur le paysage qui défile. « Mais pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi a-t-il pensé que j'étais coupable rien qu'en me regardant ?» Griffin soupira profondément, sachant que c'était une conversation qu'il ne pouvait plus retarder. Certaines personnes sont motivées par leurs préjugés, mon fils. Ils te jugent non pas sur qui tu es, mais sur ce qu'ils pensent voir. Ce n'est pas seulement injuste, c'est dangereux. Et c'est la dure réalité dans laquelle nous vivons. Même parmi la police, demanda Jaillant, la voix teintée d'incrédulité et de douleur. Malheureusement, oui, dit Griffin d'un ton lourd. La police est humaine. Elle a ses forces et ses faiblesses, comme tout le monde. La grande majorité veut bien faire les gens qu'elle sert. Mais il y en a d'autres qui intègrent leurs préjugés dans leur travail, ce qui ternit l'insigne qu'ils portent. Jaillant resta silencieux pendant un moment avant de demander, « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Griffin se tourna vers son fils, son expression douce mais résolue. « D'abord, nous prendrons soin de tes yeux. Et puis nous continuerons. Je continuerai à travailler pour rendre la police plus juste. Et toi ?» Il sourit doucement, « Tu continueras à être le jeune homme que tu es. Aujourd'hui ne définis pas qui tu es, mon fils. Tu définis qui tu es, par les choix que tu fais. » À la maison, Lisa Clarkson attendait, le cœur lourd d'inquiétude.
Lorsqu'elle vit l'état de son fils, les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle se ressaisit rapidement, s'occupant de lui avec des compresses fraîches, des paroles apaisantes et son repas préféré. Une semaine plus tard, Griffin a convoqué une réunion avec les chefs de tous les districts de police. Giant se tenait à ses côtés pendant que Griffin racontait ce qui s'était passé et annonçait de nouvelles mesures visant à lutter contre le racisme et le recours excessif à la force. Colby Matthews a été licencié, mais Griffin l'a également inscrit à un programme de réadaptation. La punition seule ne suffit pas, a expliqué Griffin à Giant plus tard. Parfois, il faut instruire les gens, leur donner une chance de changer. Sans éducation, la punition n'est qu'un pansement. Quant à Giant, il est retourné à l'école et sur le terrain de basket, l'esprit intact. L'expérience ne l'avait pas écrasé, cela l'avait rendu plus déterminé que jamais à suivre les traces de son père. Il était déterminé à garantir que la police servait et protégeait véritablement chacun, quelle que soit son origine. Comme Griffin l'a toujours dit, la vraie justice ne se soucie pas de qui vous êtes. Elle se soucie de ce que vous faites. Combien de fois l'apparence d'une personne a-t-elle déjà conduit à un jugement ? Giant aurait pu être n'importe quel enfant, marchant dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville. C'est plus qu'une simple histoire d'erreur et d'injustice, c'est un rappel pour nous tous de regarder au-delà de nos préjugés, de remettre en question nos réactions automatiques et d'exiger le respect de chaque individu, quelle que soit sa race, son âge ou son origine. Si cette histoire vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous. Votre voix compte. Et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.